Gandhi disait que le vrai démocrate est celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté. Par conséquent, celle de son pays et finalement celle de l'humanité entière. Gandhi était un adepte de la désobéissance civile, une méthode qui permet de marquer son opposition à des décisions mal pensées, à des législations injustes. Cette méthode de contestation pacifique connaît ces derniers temps un regain d'intérêt. Dans la désobéissance civile, l'objectif est bien d'obtenir un changement dans la loi ou dans la réglementation ou dans la politique du gouvernement, mais la désobéissance civile est collective, elle est publique. Et donc elle suppose un degré d'explication. Il faut que les gens qui pratiquent la désobéissance civile expliquent pourquoi, argumentent. Et donc c'est une manière de mettre une question en débat, de la mettre dans l'agenda politique pour qu'il y ait une discussion publique argumentée autour de la question. De nombreux groupements, de nombreuses organisations utilisent cette méthode de résistance pour tenter d'améliorer notre société. C'est le cas de Greenpeace. Nous utilisons la désobéissance civile pour montrer les choses qui ne vont pas, que ce soit écologiquement, que ce soit en termes de paix et de désarmement, pour identifier les problèmes et pour demander une solution, pour aussi attirer l'attention des citoyens et que les citoyens deviennent actifs à nos côtés pour dénoncer les choses qui ne vont pas. Depuis toujours, le principe de la désobéissance civile est notre arme majoritairement utilisée pour toutes les actions, parce qu'on a compris qu'on devait sensibiliser, qu'on devait toucher les cœurs des citoyens pour qu'à leur tour, ils deviennent acteurs à nos côtés. On sait que la loi existe, on a envie de respecter un état de droit, mais dès lors qu'on considère qu'une loi ou la non-existence d'une loi crée un problème, un impact sur l'environnement, crée une destruction environnementale, eh bien on s'octroie la possibilité de ne pas respecter cette loi ou de dénoncer l'existence de cette loi ou cette non-loi par exemple, en demandant, en montrant les choses qui ne vont pas avec nos outils, avec des outils qui sont des outils de communication, des outils de dénonciation qui sont forts mais qui sont toujours dans le champ du pacifisme. Si je devais définir la désobéissance civile, je dirais que c'est une action qui frôle l'illégalité, qui ne respecte pas une législation, qui ne respecte éventuellement pas un État ou une organisation, mais qui se fait comme action de revendication, une action militante pour dénoncer justement quelque chose contre lequel on n'est pas d'accord et qu'on considère qu'il n'est pas juste. Greenpeace a de très nombreux adhérents dans le monde entier. Lors de ses actions, l'organisation peut compter sur l'appui de nombreux activistes. Donc je suis Ludo de Vos, j'ai 65 ans. J'ai fait ma première action pour Greenpeace comme volontaire en 90, donc il y a 26 ans de ça. Et depuis lors, j'ai participé à beaucoup d'activités, beaucoup d'actions de types très différents chez Greenpeace. La raison pour laquelle moi j'ai vraiment choisi de faire ça, c'est parce que je trouve qu'il faut avoir des rêves dans la vie, il faut avoir des opinions très claires sur quel type de société qu'on veut. Et puis, il faut choisir quoi faire pour atteindre ça. Pour moi, c'était l'activisme. C'était très clair. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses dont je voyais que ça ne changeait pas beaucoup. Alors, j'avais l'impression qu'il fallait aller sur le terrain et faire bouger les choses d'une façon très, très claire. L'histoire d'une organisation comme Greenpeace a vraiment des dizaines d'exemples partout dans le monde, dans tout genre de contexte, où on peut prouver facilement que les actions que nous avons menées ont vraiment fait des différences concrètes sur le terrain. Il y a des entreprises qui ont changé, il y a la politique qui quelquefois a pris d'autres décisions, etc., etc. Et il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'exemples qui ont prouvé que c'est une tactique qui marche très très bien. Pour moi, dans tout ce que je fais, la non-violence est essentielle. C'est surtout, je crois, cet état d'esprit et cette attitude qui fait qu'on peut avoir des résultats. Un des principes qui est très central dans tout ce que fait Greenpeace, c'est que chaque individu qui y participe
chacun participe et prend sa propre responsabilité. Donc même si moi je porte le t-shirt Greenpeace et si je participe dans une activité qui est organisée par Greenpeace, je prends et je garde toujours ma propre responsabilité personnelle. Donc ça veut dire je ne me cache pas, je fais le choix de faire ça ou ça ou ça et j'en prends toutes les responsabilités. De la législation sur la vente d'armes, en passant par la régularisation des sans-papiers, des problèmes de santé publique à la protection civile, une opération de désobéissance civile peut toucher tous les domaines de notre vie en société. Ici, c'est le Belgian Field Liberation Movement qui organise ce rassemblement contre un champ expérimental de pommes de terre OGM. Alors, dans une action de désobéissance civile, les gens qui portent la responsabilité, c'est évidemment les gens qui pratiquent cette action directement. Donc forcément, ce sont les gens qui se mettent en danger. Donc quand on fait de la désobéissance civile, il y a une part de risque, effectivement, qu'il faut assumer, en disant on viole la loi, mais au nom d'une cause supérieure. Mais effectivement, on court le risque d'être éventuellement arrêté, poursuivi, de passer en justice. Ça fait partie de la désobéissance civile, mais ça peut faire aussi partie de la stratégie pour attirer l'attention des médias, du grand public, sur le fait que des gens sont prêts à aller jusqu'au procès, éventuellement même en prison, pour dénoncer une politique qu'ils estiment injuste. Alors généralement les juges sont plutôt indulgents parce que le profil type de quelqu'un qui fait de la désobéissance n'est pas un profil de délinquant. Les gens ne font pas ça pour leur intérêt personnel mais pour dénoncer une situation au nom de l'intérêt général. Et donc les juges sont plutôt compréhensifs, en tiennent compte dans les condamnations éventuellement, donc seraient plus susceptibles de donner des sursis ou des suspensions du prononcé. Mais les juges sont aussi coincés. Il y a eu une violation de la loi, le juge est là pour appliquer la loi, ses marges de manœuvre ne sont pas non plus extrêmement grandes. Donc il peut tenir compte des motivations, il peut octroyer un sursis, mais il ne peut pas dire bah oui, je vous absous, vous avez violé la loi, mais c'est pas grave, le juge ne peut pas faire ça. La désobéissance civile permet de faire pression sur les gouvernements en tentant de faire passer un message politique, notamment par une bonne médiatisation de l'action. Le groupement des Femen, qui lutte pour les libertés politiques, le droit des personnes, le libre choix sexuel et l'autonomie de la femme, a mis sur pied une stratégie performante. On a choisi de désobéir civilement et de façon pacifique parce que nous voulons que les femmes prennent la parole, que les femmes s'expriment, qu'elles trouvent leur propre mode d'expression. Il en existe beaucoup dans le combat pour les droits des femmes. Nous, c'est celui qu'on a choisi parce qu'il nous semble porter un message de libération du corps des femmes. Et puis en plus, c'est un outil formidable pour capter l'attention médiatique qui est nécessaire pour porter notre message. Donc effectivement, on exerce la démocratie. Nous pensons que le pacifisme et la non-violence, c'est ce qui permet de porter les messages plus loin et ce qui les rend audibles. Et on le prouve dans Femen, on peut être vindicatif, déterminé et même exprimer de la colère en étant pacifiste. Les gens ont parfois du mal à le réaliser, à l'admettre, mais ce que nous faisons, même si nous crions, et même si c'est seins nus, c'est toujours non-violent et c'est fait pour porter un message beau, un message d'égalité, d'universalisme, d'humanisme, de laïcité, de féminisme. Donc voilà, la condition sine qua non, c'est ce pacifisme. Mais au-delà de ça, c'est salutaire. Il faut que les gens désobéissent parce que la société actuelle ne nous donne pas, ne nous écoute pas suffisamment. Et puis je vous cache pas qu'on n'y va pas toujours le cœur léger. On est stressé avant de partir faire une action. On est d'abord stressé parce qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on pourra la mener à terme. Et puis parce qu'on sait, pour l'avoir éprouvé à de nombreuses reprises, qu'on génère des réactions, pour le coup, elles, très violentes. On a eu des dents cassées dans Femen, on a eu toutes sortes de bleus, de griffures et de plaies. Et puis on a eu des conséquences plus graves encore, comme kidnapping, emprisonnement. On a eu des gens, certains de nos militants en Ukraine qui se sont fait tabasser par les services secrets. Donc on sait que les risques existent. Néanmoins, on continue de le faire parce que c'est une forme d'intimidation, de tout réprimer par la violence. Et puis Femen aussi, le mouvement international permet d'être
sorte de révélateur chimique, un test pour ces fameuses démocraties et pour essayer de révéler comment le débat et comment la parole citoyenne est écoutée d'un pays à l'autre. Pour que ce soit une réussite, une action de désobéissance civile doit être mûrement préparée. Près de Paris, en Île-de-France, l'association Les Désobéissants donne des formations à la désobéissance civile. Et donc, à notre tour, nous avons commencé à former des militants à l'action non violente, à la désobéissance civile, un petit peu partout en France, et y compris à l'étranger, puisqu'on a même formé des militants non violents au Liban, jusqu'au Liban. Nous, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs points de l'action non violente, de la désobéissance civile, donc notamment jusqu'où je suis prêt à aller pendant l'action, qu'est-ce qu'une action non violente, qu'est-ce qu'une action violente et surtout qu'est-ce qu'une action légitime et qu'est-ce qu'une action efficace également pour créer un rapport de force sur un adversaire. Voilà, également les aspects juridiques que nous allons aborder cet après-midi sur qu'est-ce qu'on risque face à la police, face à la justice en fonction de tel ou tel type d'action et comment utiliser la répression aussi en notre faveur pour, encore une fois, créer un rapport de force. Il y a eu réellement une grosse campagne de fauchage de champs d'OGM il y a quelques années en France. C'était des actions, la plupart du temps, qui avaient lieu la journée à visage découvert en présence de médias. Il y a eu des sondages, des enquêtes d'opinion qui ont montré que 80% à peu près des Français soutenaient les actions de faucheurs d'OGM, mais c'était justement parce qu'elles étaient non violentes, qu'elles ne s'en prenaient pas aux personnes et aussi qu'elles étaient assumées à visage découvert face aux médias. On va aborder aussi l'aspect recette de cuisine, l'aspect méthodologie de l'action directe non violente, de la désobéissance civile, avec un certain nombre de choses à faire avant, pendant et après l'action. Et également un certain nombre de rôles à ne pas oublier pendant l'action. Quand on voit des gens comme Greenpeace, par exemple, quand ils investissent une centrale nucléaire, on se doute bien que ça n'est pas des actions qui ne sont pas préparées, qui ne sont pas prises à la légère. Au contraire, ça demande une sérieuse organisation, effectivement, pour que cette action soit le plus efficace possible et donne le moins lieu possible à une répression. Donc, vous êtes des gendarmes et votre mission, c'est de protéger un champ d'OGM. Des exercices pratiques sont proposés aux participants pour les inciter à penser leurs actions, établir une stratégie afin de contourner les forces de l'ordre et connaître les techniques de résistance. Monsieur les agents, non-violence, non-violence. La désobéissance civile, l'action directe non violente va être de plus en plus nécessaire et va être de plus en plus utilisée puisque on peut se rendre compte malheureusement que les formes traditionnelles de lutte comme la manifestation, la pétition, aujourd'hui ne suffisent pas à faire reculer un gouvernement ou des multinationales décidées à s'accaparer des ressources humaines et autres pour leur intérêt privé quand nous défendons le bien commun. Il existe des moyens d'action d'un autre genre, véritables soupapes de sécurité de la démocratie qui s'apparentent à la désobéissance civile. Il s'agit des lanceurs d'alerte. C'est avec les révélations faites par Edward Snowden en 2013 que le nom de lanceur d'alerte a été utilisé couramment. Cet ancien agent de la CIA a divulgué des informations top secrets concernant des programmes de surveillance de masse et des systèmes d'écoute utilisés par la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine qui espionne massivement le monde entier. Vous pouvez vous lever chaque matin, aller au boulot, être bien payé pour un travail qui n'est pas énorme, mais qui est contraire aux intérêts publics, et vous endormir chaque soir après avoir regardé la télé. Mais si vous réalisez que c'est le monde que vous aidez à créer, et que cela va empirer pour les générations futures, qui vont étendre les possibilités de cette forme d'oppression, alors vous réalisez que vous pourriez être prêt à accepter le risque, quel que soit le résultat, pour autant que ce soit le public qui décide. Cela coûta très cher à Snowden qui s'est enfui des États-Unis où il était poursuivi pour espionnage et encourait la prison à perpétuité. Il se cache actuellement en Russie. Le Conseil de l'Europe définit les lanceurs d'alerte comme tout employé qui signale un fait illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général, aux instances ou aux personnes ayant le pouvoir d'y mettre fin.
Avant l'affaire Snowden, plusieurs actions de lanceurs d'alerte avaient déjà eu lieu. Rappelons la transmission de documents top secrets par Chelsea Manning ou les divulgations de Julian Assange, patron de Wikileaks. En 2014, on prit connaissance des révélations d'Antoine Delcourt, de Raphaël Halley et d'Édouard Perrin sur les accords secrets établis entre le Luxembourg et 340 multinationales qui permettent à ces sociétés de payer peu ou pas d'impôts. Cette affaire sera appelée LuxLeaks. Tous ces lanceurs d'alerte seront condamnés à des peines souvent lourdes, alors que de manière tout à fait désintéressée et de bonne foi, ils tentent d'améliorer le bien commun et de protéger la population. Grâce à cet homme, un service gigantesque a été rendu à des centaines de millions de contribuables européens, aux responsables de l'Union européenne, aux parlementaires européens, mais au Luxembourg lui-même, puisque aujourd'hui, plus personne ne discute, ici comme ailleurs, de la nécessité de réformer ce système. En attendant une législation qui défendrait les lanceurs d'alerte, plusieurs initiatives ont vu le jour. Ainsi, différents médias ont créé en Belgique Source Sûre, une plateforme électronique sécurisée destinée à accueillir de manière anonyme des informations confidentielles que les lanceurs d'alerte pourraient faire parvenir à une ou plusieurs rédactions de leur choix. Dire la vérité a toujours été dangereux. Nous ne sommes pas dans une société qui se veut démocratique. Nous sommes dans une société qui se veut simplement libre et où les petits sont mangés de plus en plus par les gros. Et à partir de ce moment-là, il faut avoir cette sorte de résistance citoyenne qui est de dire si un petit peut s'exprimer, entre un jour en possession de renseignements et qu'il a peur que la diffusion de ce renseignement l'écrase, il faut pouvoir donner à ce citoyen la capacité de s'exprimer, que ces faits remontent dans l'opinion publique sans qu'il y ait de mesures de rétorsion. Et à nous organiser pour que les choses se passent en protégeant à la fois les sources et le média. Un journal ne peut plus simplement être la caisse de résonance d'une information factuelle, froide, qu'on disait objective. Aujourd'hui, on nous demande un point de vue. On doit pouvoir interpréter le monde. Et si ce monde nous apparaît comme étant foncièrement injuste, si ce monde nous apparaît comme étant organisé pour l'oppression des plus faibles, il faut pouvoir à un moment sortir simplement du carcan de la loi et dire nous suivons des valeurs. Ce qu'on peut assimiler à de la désobéissance civile, mais c'est surtout suivre des valeurs plutôt que suivre simplement une loi, un texte de loi, quelque chose qui serait plus docile, effectivement. La désobéissance civile est l'outil incontournable pour défendre des valeurs, pour se battre pour une société plus juste, plus tolérante, plus libre. Au-delà d'actions emblématiques telles que celles de Martin Luther King ou Gandhi, de grands combats de société ont été gagnés grâce à cet outil. La dépénalisation partielle de l'avortement en Belgique démontre concrètement que la désobéissance civile porte ses fruits. Dans les années 1970, l'avortement est formellement interdit et est considéré comme un crime. Des gynécologues partageant les valeurs de la laïcité ont décidé de pratiquer l'avortement. Ces médecins sont soutenus par une partie de la population adhérant aux valeurs de la laïcité qui prône la liberté de choix et l'autonomie de la femme. Une des figures de proue du moment est le docteur Willy Peers qui pratique ouvertement la désobéissance civile en faisant des avortements. Il sera arrêté et conduit en prison. Suite à la pression de la population, le docteur Peers sera libéré, mais restera inculpé. Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. Le docteur Peers, comme tous les autres médecins pratiquant l'avortement, est résolument prêt à sacrifier sa carrière et sa liberté pour ce combat. Le monde judiciaire et politique est mis sous pression par la société civile. Je peux aujourd'hui vous assurer que ça ira beaucoup plus vite que je ne pouvais le penser il y a 2 mois. Pour la bonne et simple raison que 250 000 personnes, au moins, dans ce pays ont exprimé un avis. Cela débouchera en 1991 sur le vote de la loi dépénalisant partiellement l'avortement. Durant cette période, le docteur Jean-Jacques Ami a aussi été condamné à plusieurs reprises pour avortement. Pour lui, la désobéissance civile est un levier incontournable pour faire évoluer la société.
On peut considérer qu'en effet, toute législation retarde un petit peu sur les normes sociales et que donc le pouvoir législatif se réveille que quand il constate au sein de la société que la législation en vigueur jusqu'alors n'est plus conforme. Donc oui, la désobéissance civile, je crois, est nécessaire à n'importe quel progrès social. Quand il le faut, les centres de planning familial n'hésitent pas à faire de la désobéissance civile. Ici, une ministre a interdit aux centres de planning de délivrer la pilule du lendemain sans prescription médicale, alors que cela se pratique depuis des années. Les centres de planning ont décidé de réagir. Continuer à la distribuer dans les centres de planning par tous nos travailleurs et à soutenir ceux-ci dans cette démarche de toute façon et surtout pour aider les femmes à pouvoir avoir accès à cette contraception d'urgence le plus rapidement possible afin d'éviter, je dirais, une grossesse non désirée par exemple. Et donc, ce que proposent les centres de planning familial aujourd'hui, c'est faire de la désobéissance civile, c'est-à-dire de dire on fait cela depuis 30 ans dans de très bonnes conditions et il n'y a pas de raison que ça s'arrête et nous allons continuer en tout cas à délivrer cette pilule contraceptive du lendemain, même si effectivement une loi qui date de 1967 nous en empêche jusqu'à ce que le gouvernement prenne en compte les amendements proposés et raisonne de manière cohérente et surtout en faveur des femmes. D'autres combats touchant à la santé publique et à l'autonomie de la personne ont été gagnés grâce à la désobéissance civile. C'est le cas de l'euthanasie. Ce ne sera qu'après des années de désobéissance civile exercée par certains médecins, soutenus par une bonne partie de la population, que la loi autorisant l'euthanasie sera votée en Belgique en 2002. Mais n'oublions pas qu'il n'y a qu'en Belgique, en Hollande et au Grand-Duché de Luxembourg qu'une loi autorisant l'euthanasie existe. Les autres pays européens n'en bénéficient toujours pas. C'est le cas de la France où des médecins pratiquent la désobéissance civile. Comme médecin généraliste, j'ai été amené à aider à partir des gens, en gros, on peut dire 1 à 2 fois par an. Mais dans une carrière de 40 ans, ça fait 60 ou 70 personnes. Et toujours, bien entendu, en ne le déclarant pas sur le certificat de décès. Ça, c'est évident. Mais par contre, moi, j'ai très rapidement été amené à militer pour le droit à ce que moi, j'appelle l'interruption volontaire de la vie, un petit peu par analogie avec l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'on est dans le même combat. C'est-à-dire que les gens sont propriétaires de leur corps, et c'est eux qui doivent décider. Nous, les soignants, on est des accompagnateurs, on est des techniciens, on a à être des gens de compétences, on a à être des bons accompagnants, mais on n'a pas à juger de la décision. Ainsi, il existe une possibilité efficace de contestation touchant tous les secteurs de notre société. Les actions de désobéissance civile sont largement proportionnelles au niveau des libertés en cours. Moins il y en a, et plus le mécanisme de désobéissance s'enclenchera. Quand on tombe dans des législations type état d'urgence, comme on connaît en France ou d'une certaine manière en Belgique ou dans d'autres États, eh bien mécaniquement, des choses qui avant étaient de la simple protestation, lorsqu'elles sont interdites, en deviennent de la désobéissance civile. Lorsqu'on a interdit de manifester, par exemple, au nom de l'état d'urgence, le fait d'organiser de la manifestation devient de la désobéissance civile, alors qu'avant, ça aurait été une manifestation autorisée tout à fait banale. Donc le fait de déplacer le curseur, de restreindre les libertés, font tomber mécaniquement certaines actions dans le champ de la désobéissance civile, là où, auparavant, ça aurait été simplement de l'expression de la contestation démocratique. Faire de la désobéissance civile n'est pas une partie de plaisir. Elle demande aux militants une motivation profonde. Ils doivent parfois sacrifier une part importante de leur vie et de leur carrière. Nous devons être vigilants et nous rendre compte que peut-être ce qui à un moment donné sera adopté sur un plan purement légal ira à l'encontre des valeurs qui nous animent. Ce qui suppose de pouvoir à un moment ou à un autre contester des législations, tenter de les améliorer, que ce soit sur le plan d'un lobby parlementaire, sur le plan d'action en justice, mais peut-être aussi faut-il à un moment donné aller un cran plus loin et montrer qu'on n'est pas d'accord avec des orientations de la société. À une époque de fortes turbulences sociales, économiques, politiques et sécuritaires, la désobéissance civile sera sans aucun doute un outil pacifique nécessaire à la sauvegarde d'un monde plus juste, plus libre et plus respectueux de l'avenir de la planète et de ses habitants.